Mesdames, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, notre juridiction est honorée ce jour par la venue de Madame Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous apprécions à sa juste valeur l'annonce de la phase opérationnelle de l'extension du palais de justice de Chartres. À son invitation, je me suis entretenu avec Madame la garde des Sceaux, notamment de nos inquiétudes sur la loi de programmation et de réforme de la justice en cours d'adoption au Parlement. Je n'espérais pas infléchir sa détermination, là où d'éminents confrères, à l'instar de Henri Leclerc, n'y sont pas parvenus, mais simplement lui faire comprendre les réalités du terrain, les difficultés quotidiennes rencontrées par les acteurs du monde judiciaire. Si la détermination de la garde des Sceaux est importante, notre détermination à dénoncer une réforme inadaptée doit être encore plus grande. Contrairement aux magistrats et personnels des greffes soumis à un devoir de réserve, nous autres avocats, nous aurons toujours cette liberté totale d'expression, nous permettant de nous opposer avec force à une réforme dont les buts annoncés ne seront pas atteints. Nous sommes pourtant tous avocats, magistrats et personnels des greffes dans le même navire, conscients que notre embarcation prend l'eau de toutes parts alors que la mer est déchaînée. Naturellement que la justice a besoin de se réformer, mais pas de cette manière, pas au détriment de ses principes fondamentaux. Madame la garde des Sceaux souhaite que les Français se sentent protégés, écoutés, pris en considération par l'ensemble du système judiciaire. Ils seront certainement plus écoutés selon un projet de loi qui accroît les pouvoirs d'investigation du parquet. Mais qu'en est-il de la première écoute? Celle que l'on doit des justiciables en quête d'attention, quand on sait que le premier contact avec la justice est un standard téléphonique qui ne fonctionne pas correctement. Très difficile d'avoir en ligne le standard de Chartres, sans compter que cette belle machine vous raccroche au nez quasi systématiquement. Le justiciable sera-t-il vraiment pris en considération lorsque sa demande sera traitée par une plateforme juridique, ou que sa réclamation sera considérée comme insuffisamment importante pour être tranchée par un juge? Madame la garde des Sceaux évoque une réforme venue du terrain. Je ne peux le croire, car elle serait bien différente sinon. Donner compétence au directeur de la CAF pour fixer une revalorisation de pension alimentaire, cette idée ne peut avoir germé dans l'esprit d'un magistrat ou d'un avocat. Elle rétorque qu'il s'agit de domaines très limités, souvent expérimentaux et qui ne conduisent jamais à écarter in fine l'intervention du juge. Mais alors, est-ce de la simplification ou de la perte de temps pour le justiciable? Une fois la sentence administrative rendue par la CAF, en référence à des barèmes dont on sait qu'ils ne pourront pas refléter la réalité de chaque cas d'espèce, le justiciable saisira alors inévitablement le juge et même, dans l'attente de l'audiencement, le président du tribunal de grande instance pour éventuellement obtenir un sursis à exécution selon la dernière mouture des textes. Simplification ou complexification? Ce n'est qu'en raison de la réaction unie au printemps dernier du Conseil national des barreaux, de la conférence des bâtonniers et du barreau de Paris, donnant l'impulsion à l'ensemble des barreaux de France, qu'un semblant de concertation a été mis en place. Concertation de façade, cédant le pas désormais à une adoption en cours du projet de loi à l'Assemblée nationale selon un mode accéléré. Étude de 100 à 125 amendements à l'heure, au lieu habituellement de 20 à 25. Madame la garde des Sceaux souhaite passer de l'ère de l'informatique à l'ère du numérique. Initiative louable et incontournable. Mais faut-il encore que l'informatique fonctionne correctement? Entendez-vous, Madame la garde des Sceaux, depuis votre ministère, les gémissements quotidiens du personnel des greffes face à la lenteur et au dysfonctionnement de Cassiopée et de Winstru? Comment passer à l'ère du digital quand le service de reprographie de notre juridiction chartraine est en déshérence? La réalité du terrain est qu'il n'y a personne en ce début d'année 2019 à Chartres pour se charger de scanner les procédures et que nous devons, nous avocats, faire avec, ou plutôt sans, pour continuer à assurer la défense pénale des justiciables. Madame le garde des Sceaux, savez-vous que l'on contingente le papier
et que l'on compte les stylos dans les greffes de notre tribunal, qu'il n'y avait plus d'encre la semaine dernière dans l'imprimante du parquet, de la permanence du parquet. Votre préoccupation est de recentrer le juge sur son cœur de métier. Pour cela, il faut avant tout des hommes et des femmes pour exercer ce passionnant métier. Alors que la société française croît mécaniquement, depuis 20 ans, le nombre de magistrats et de greffiers en place à Chartres stagne, voire diminue. Le projet de réforme ne changera rien à la réalité du terrain. Il faut des magistrats dans les salles d'audience et derrière les ordinateurs. Le délai de quelques semaines il y a 20 ans en arrière pour rencontrer un juge aux affaires familiales est passé désormais à 6 mois. Le renvoi d'un procès pénal dans un délai raisonnable de 2 ou 3 mois est passé à presque 1 année. Cette situation est inacceptable pour le justiciable. L'œuvre de justice n'est actuellement assurée que par le dévouement de magistrats et l'implication du personnel des greffes, parents plus pressés, éteignant les incendies. Ce projet de loi est censé répondre à la promesse de campagne de notre président, rendre la justice plus simple et plus proche du justiciable. Malheureusement, ce but ne sera pas atteint. Comment la justice pourra-t-elle être plus proche des justiciables par écran vidéo interposé ? Nous ne pouvons pas nous résoudre à accepter des réformes qui porteront atteinte au fonctionnement normal d'une justice de qualité, laquelle ne peut exister en réduisant la place de l'homme. Le juge doit continuer à juger et l'avocat à faire entendre sa voix, gage d'une véritable justice. La déjudiciarisation et le recours obligatoire à la conciliation ne sont pas des réponses satisfaisantes au regard de la gravité de la situation. Notre barreau, au cœur du fonctionnement de la justice, est un témoin privilégié du drame qui se joue. J'aurais aimé tenir un propos plus aimable ou positif, mais le barreau, sentinelle, surveillant la ligne de front, se doit de demeurer vigilant et dénoncer les errements qui nous guettent. Je vous remercie. On va boire un coup. Non, ça c'est pas tout de suite, enfin, ceux qui veulent. Hein. On y va. Quand tu veux. Il n'y a rien de changé dans... L'entretien n'a rien changé. Alors, ce texte, naturellement, a été écrit avant que je rencontre Madame la garde des Sceaux. Ce texte est relatif au projet de réforme de la loi en cours d'adoption. Et sur ce sujet, il n'y a effectivement pas de changement de position. Par contre, l'entretien avec Madame le garde des Sceaux a été particulièrement instructif et intéressant. Nous avons échangé de manière franche et directe sur l'ensemble des problématiques locales. J'ai pu lui exposer les doléances et principalement la suppression de la maison d'arrêt de Chartres qui pose d'énormes problèmes. Elle n'en avait peut-être pas conscience et je pense que j'ai pu lui donner matière à réfléchir et à reconsidérer ou du moins à réétudier la question de la réouverture de la maison d'arrêt de Chartres. Je ne vous annonce pas sa réouverture, je vous dis simplement que la garde des Sceaux a été sensible aux nombreuses difficultés que j'ai pu lui exposer et que je pense qu'elle va à nouveau réexaminer le dossier. Ouais. Mesure de compensation ou retour sur la fermeture annoncée ? Elle n'a pas pu me dire ce qu'elle entend faire, mais pour l'instant son propos n'est pas de réouvrir, mais elle a été sensible au fait que les audiences pénales sont renvoyées parce que les détenus ne sont pas extraits d'Orléans-Saran en raison de difficultés d'extraction, que les familles des justiciables ne peuvent se rendre facilement à la maison d'arrêt d'Orléans-Saran parce qu'il n'y a pas de ligne directe de train entre Chartres et Orléans, qu'il n'y a pas non plus de ligne de bus entre Chartres et Orléans. Elle a été sensible aussi, je pense, au fait que les avocats qui, au titre de la commission d'office, avec très peu d'indemnisation, doivent à leurs frais avancés se rendre à Orléans-Saran pour rencontrer leurs clients. Je pense que l'ensemble de ces difficultés exposées vont faire qu'elle va réfléchir à nouveau au sort de cette maison d'arrêt. Il a été aussi abordé la difficulté d'une absence à l'heure actuelle en Eure-et-Loire, d'une structure de semi-liberté, une difficulté donc de mettre en application des mesures d'exécution des peines.
Mais là, elle a juste annoncé les travaux d'extension de l'annexe du TG. Aujourd'hui, franchement, c'est pas... Aujourd'hui, je pense que Madame la garde des Sceaux était dans une opération de communication par rapport à ces programmes immobiliers. Et elle a choisi Chartres parce que c'est un dossier qui est dans les cartons depuis de nombreuses années et qu'il faut désormais, et que Chartres bénéficie d'une proximité aussi avec Paris. Mais on ne peut que s'en réjouir. Hein. Si la venue aujourd'hui de Madame le garde des Sceaux permet de donner véritablement le coup d'envoi de travaux de restructuration et d'extension de notre juridiction, cela ne peut être que bénéfique pour les avocats et les magistrats. À notre micro, elle a fait le lien en disant, vous voyez, puisqu'on fait les travaux à Chartres, c'est bien la preuve que notre réforme vise à rendre mieux la justice, être plus proche des gens. Est-ce que pour vous, c'est un discours qui est entendable ou c'est un trompe-l'œil ? Je sais qu'elle fait ce lien. Effectivement, pour elle, elle présente ses investissements immobiliers en les exposant comme faisant parfaitement corps avec son projet de réforme. Mais je crois qu'il faut parfaitement dissocier les investissements immobiliers de son projet de réforme qui est une refonte vraiment en profondeur de notre système judiciaire où derrière un effet d'annonce de simplification de la justice et d'amélioration de la proximité avec le justiciable, il y a malheureusement des mesures qui vont être radicalement dans le sens opposé. Dans la globalité, vous pensez avoir été entendu alors pour Madame la Ministre, vous disiez que c'était un échange plutôt constructif. Et la presse locale ce matin a fait l'écho du fait que je n'attendais rien de cet entretien. Je voulais dire, je n'attendais rien sur le fait qu'elle change et qu'elle infléchisse sa réforme de la justice. Ça, c'est certain. Je pense que c'est une femme déterminée, donc je n'ai pas la prétention d'avoir pu faire bouger les lignes. Mais par contre, elle a été très attentive à toutes les doléances que j'ai pu lui exposer, et je sens très bien qu'il y a certainement une déconnexion entre des ministres et puis la réalité que nous vivons dans une juridiction. Et je pense qu'elle a pris note d'un certain nombre d'éléments qui peut-être elle n'avait pas envisagé. Concernant la fermeture, enfin la réouverture notamment de la maison d'arrêt de Chartres, elle avait été fermée parce qu'elle était vétuste, voire même insalubre. Si elle devait rouvrir aujourd'hui, elle ne pourrait pas rouvrir sans un réaménagement. Alors, je ne peux pas vous laisser dire cela, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette maison d'arrêt était fonctionnelle. Elle n'était pas vétuste, elle était opérationnelle, et nous avions même, nous, l'habitude, avocats, de dire, ça peut paraître un petit peu excessif pour un lieu de détention, mais que c'était pratiquement une pension de famille par rapport à des maisons d'arrêt comme celle des Baumettes à Marseille. On avait donc une proximité, on avait une fluidité, on accédait de la maison d'arrêt au tribunal par un couloir qui relie les deux institutions. Nous ne connaissions pas toutes les difficultés qu'actuellement nous avons en raison de ces problèmes d'extraction. En 2016, 12 prévenus ont été remis en liberté parce qu'ils avaient refusé ce qu'est leur droit à la visioconférence et que les services de la pénitentiaire n'avaient pas été en mesure de procéder à leur extraction. On a remis en liberté des gens en les convoquant ultérieurement devant le tribunal pour les juger, mais sans avoir la garantie qu'ils s'y représentent, uniquement parce qu'il y avait ce problème d'extraction. Et il n'y aura pas de problème donc pour la rouvrir en l'état? Alors, Madame la garde des Sceaux m'a effectivement indiqué que la problématique, c'est que la réouverture nécessiterait effectivement et naturellement un investissement financier important, incontestablement. Mais je lui ai rappelé que notre demande n'était pas de construire une maison d'arrêt. Il y a déjà une infrastructure, il y a déjà un bâtiment, il y a des murs. C'est une remise aux normes, mais qui, je pense, doit pouvoir être envisagée. Concernant les 13 millions d'euros qui vont être investis ici sur le plan administratif judiciaire, est-ce qu'aujourd'hui cela vous suffit en termes d'aménagement, en termes d'espace? Est-ce qu'avec ces 13 millions d'euros, vous serez enfin bien installé pour bien travailler? Je ne peux pas apprécier l'enveloppe financière. Je ne peux pas vous dire si 13 millions d'euros, c'est une enveloppe suffisante ou pas.
La réalité, c'est qu'il y avait dans les cartons le projet d'une cité judiciaire qui à l'époque avait été porté par la ville de Chartres, par le Conseil général. Une convention tripartite avait été signée en 2006 avec le garde des Sceaux de l'époque. C'était un budget de 40 millions d'euros. Mais on avait une cité judiciaire où étaient cette fois-ci réunis l'ensemble des juridictions qui sont actuellement et qui seront toujours disséminées sur Chartres. Vous aurez toujours le Conseil des prud'hommes, vous aurez toujours le tribunal de commerce de Chartres qui seront effectivement éloignés du palais de justice.